Je suis Eustache Agumpé, artiste plasticien écrivain engagé dans l'histoire et l'environnement. Je suis à Québec dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs, à l'Université Laval précisément, pour présenter une exposition sur le roi Béhanzin, un grand roi d'Afrique qui a été un résistant à la colonisation. Une exposition qui est très engagée dans l'environnement et l'histoire. Le côté engagement environnemental, on va parler de l'écologie, on va parler en fait des matériaux qui sont employés, par exemple sur ce tableau du président Sadi Carnot, qui a été président de la Troisième République française, assassiné à Lyon le 24 juillet 1894. On est dans le fond sur du marc de café du Carolin, dont la barbe et les cheveux du charbon, donc qui étaient récupérés également dans des poubelles, des tissus. On voit dans le fond les toiles qui ont été récupérées, qui ont été travaillées avec du vieux rideau, du vieux drap, les châssis également, c'est du vieux bois, des encadrements aussi, du bois récupéré pour sculpter tout ce travail-là. Nous avons derrière nous, donc sur ce tableau-là, le roi Béhanzin, qui est une grande figure de la résistance en Afrique. Béhanzin, il prend le trône, il prend le pouvoir le 1er janvier 1890 et va être confronté à deux grandes guerres qu'on appellera les guerres du Dahomey. Béhanzin, fils du roi Glélé, prend le pouvoir et se confronte à des guerres incessantes, à une France qui était prête à tout pour lui conquérir son territoire. Le côté historique, c'est un peu ça. Je me sers depuis 2016 de là pour retracer l'histoire et aussi sensibiliser sur notre environnement. Nous avons 12 tableaux ici installés, exposés à l'Université Laval, qui reprennent toute l'histoire de Béhanzin, des grandes tractations, des grands conflits qu'il y a eu entre la France et le Dahomey. Donc le Dahomey, c'est l'actuelle République du Bénin, c'est la partie sud de l'actuelle République du Bénin. Et Béhanzin va régner sur ce Dahomey-là avec ses Amazones et va être un résistant farouche à la colonisation. Donc je suis là aujourd'hui, j'ai commencé l'art depuis tout petit, 9 ans. C'était des dessins dans un premier temps. 2012, je suis parti à la peinture industrielle acrylique. Et depuis 2016, je suis passé à une peinture beaucoup plus écologique pour retracer l'histoire. Nous avons ici ce portrait de la reine Tassi Rangbe. Tassi Rangbe, c'est la seule femme qui a régné sur le trône du Dahomey et nous sommes en 1708-1711. C'est la sœur jumelle de du roi Kaba, qui décède en pleine variole. Le conseil royal demande à la sœur jumelle de se faire passer pour son frère, puisque les deux se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elle accepte, elle va au front, elle va remporter beaucoup de victoires. Il faut dire que pendant la résistance du roi Béhanzin, on va parler des Amazones. Il y a eu plus de 5000 femmes amazones qui vont aider Béhanzin à protéger ses terres, à protéger son territoire. Et il y en a plus de 5000. Et je ne pourrais pas retracer plus de 5000 visages. Tassi Rangbe, c'était vraiment la figure de ces femmes amazones qui incarnent ces femmes-là. On lui rend hommage également ici à travers ce tableau. Donc Béhanzin, lors de la première guerre du Dahomey, parce que les deux grandes guerres du Dahomey ont duré 4 ans, elles étaient scindées en deux, donc 2 ans. La première guerre dure de 1890 à 92. Béhanzin, avec ses Amazones, remporte haut les mains cette première guerre avec la France. En 1892, donc le 28 mai 1892, le président Carnot, qui était président du Conseil français, va dépêcher en fait au Dahomey ce militaire, donc le colonel Alfred Amédée Dodds, qui arrive. Et il était en mission à Dakar. Donc Dodds, il faut dire qu'il est né à Dakar par ses 2 parents, il est métis. Il arrive le 28 mai 1892 avec des légionnaires, avec des armes plus sophistiquées, pour faire la deuxième guerre du Dahomey. Donc quand il arrive, il va compliquer les choses. Béhanzin avait en face de lui quelqu'un qui savait faire la guerre. Il a fait l'école Saint-Cyr en France et il va s'imposer. Il s'impose. Béhanzin, il rentre au maquis. Il va faire la deuxième guerre du Dahomey qui débute en 1892 à travers des forêts, des buissons, des montagnes, des savanes. Béhanzin se cachait. Il se défendait comme il pouvait. Mais le 24 janvier 1894, il va y avoir un changement dans l'histoire du Dahomey. Le roi Béhanzin, après avoir était au maquis et résistait comme il pouvait avec ses soldats, ses Amazones, il décide de se rendre. Il se rend ici à la place Goho. Goho, en langue fon, quand on traduit en français, ça veut dire un lieu de rencontre, un lieu où on se croise. Et à cet endroit précisément, qui est un lieu symbolique aujourd'hui qui existe encore au Bénin, se trouve à 2 heures de Cotonou, la capitale économique du Bénin. On retrouve ce grand monument qui a été érigé en 1978 par le général Mathieu Kélékou. Main gauche,
lever pour dire stop à l'envahisseur et à la colonisation. C'est ici précisément que le général Dodds et le roi Béhanzin se rencontrent le 24 janvier 1894 et les raisons sont claires. Le roi Béhanzin veut rencontrer à Paris Sadi Carnot pour mettre les choses au clair et discuter avec lui d'homme à homme. La première raison. La deuxième raison, il y avait trop de morts, trop de sang qui a coulé. Béhanzin voulait mettre un thème à ça. Et la troisième raison, Béhanzin voulait sauver son trône. Après cette rencontre-là, le 11 février 1894, le roi Béhanzin quitte le Dahomey avec ses femmes, 4 de ses femmes, ses filles, son fils, son interprète et son secrétaire pour aller en métropole. Béhanzin va se faire avoir. Le 30 mars 1894, nous sommes ici au fort Tatanson à Martinique. Le roi Béhanzin arrive sur un quai qui est blindé de monde, les gens qui attendaient de voir qui était ce roi. Et Béhanzin pose la question, mais on n'est pas en métropole. On lui dit, mais votre majesté, vous n'êtes pas en métropole, mais vous êtes en sol français. Béhanzin va rester ici en Martinique au fort Tatanson pendant 12 ans. Nous avons ce tableau qui était réalisé avec du marc de café, du charbon de bois, du tissu, du kaolin, retrace un peu la vie de Béhanzin au fort Tatanson dans cette ville-là où il a été exilé. Béhanzin va multiplier des courriers, des négociations pour pouvoir retrouver son territoire, son sol dahoméen, mais il n'était pas question parce que le territoire dahoméen était occupé par la France qui l'a vaincu et occupé. Mais Béhanzin stratégiquement a pu se faire 2 amis, 2 députés, un martiniquais et un métropolitain qui vont commencer à plaider pour le retour de Béhanzin. Ce sera Chauffest le 1er avril 1906. Le roi Béhanzin, héros de la résistance, reçoit enfin l'autorisation de retourner en Afrique. Nous sommes ici sur ce tableau-là que j'ai appelé Khouelidi. Khouelidi en langophone, quand on traduit, ça veut dire sur le chemin de chez moi, sur le chemin de retour. On voit ici le 17 avril 1906, le roi Béhanzin qui foule pour la première fois le salon métropolitain. Il est accueilli sous des ovations de journalistes. Le 18 avril 1906, il se rend à Marseille et il prend un bateau pour l'Afrique. Sauf que le roi Béhanzin va se faire avoir une deuxième fois. Ici, nous sommes à Blida, en Algérie. En avril 1906, le roi Béhanzin déporté une deuxième fois en Algérie, cette fois-ci, bien sûr en Afrique, mais ce n'est pas son Dahomey natal qu'il souhaite où il souhaite retourner. Nous avons Béhanzin avec ses enfants, le prince Waïlo, ses petits-enfants, de ses petits-enfants, et le roi Béhanzin va décéder ici le 10 décembre 1906 à Blida. Il était 7h30 du matin d'une crise de pneumonie. Coup de tonnerre, il y avait des cris partout, les enfants qui pleuraient et ces femmes qui étaient perdues, le prince Waïlo qui était dépourvu, il ne sait plus quoi faire parce que son père c'était tout son appui, son soutien. Il a fait des études quand il était en Martinique jusqu'en classe de terminale. En Algérie, il obtient son bac. Le 11 décembre 1906, nous sommes ici au cimetière chrétien d'Alger. L'inhumation du roi Béhanzin, ce tableau que j'ai appelé Avigbe. Avigbe en langue fon, quand on traduit, ça veut dire les sons de pleurs. Les sons de pleurs, on voit ce tableau très sombre. On voit Waïlo, le prince, le fils de Béhanzin, du roi Béhanzin, ses 3 filles qui sont éplorées, endeuillées. Nous voyons un peu l'expression sur les visages. Qu'avons-nous fait ? Je vous avais prévenu, il fallait pas faire ça. On s'en fiche, on fait ce qu'on veut. On voit l'administration coloniale là qui déplace le corps du roi Béhanzin pour l'inhumation. Béhanzin va être inhumé. Le fils du roi Béhanzin étant un nouveau bachelier en Algérie, il obtient une bourse pour faire ses études à Bordeaux. Il sort en 1915 en tant qu'avocat. Il a été le premier avocat africain noir au barreau de Paris. Il n'a pas pu exercer parce que le racisme était très ancré. Il démissionne. Et il va se faire embaucher à Bordeaux en tant que chef du contentieux à la gare Saint-Jean de Bordeaux. À Bordeaux, il fait une rencontre, il rencontre Maria Valentina Ducos, qui est la fille du consul d'Argentine à Bordeaux. Ils n'auront pas d'enfants. Waïlo, étant un homme de droit, va mener une bataille juridique et politique pendant 22 ans pour que la dépouille de son père qui est resté en Algérie puisse se retourner au Bénin. Ça mettra 22 ans. En mars 1928, enfin, le prince Waïlo reçoit l'autorisation de retourner la dépouille du roi Béhanzin au Dahomey. Nous sommes ici à Djimé, on voit des pirogues, des caisses qui reviennent avec les restes du roi Béhanzin. Nous avons la terre ici qui symbolise le retour à la terre du roi Béhanzin, enfin inhumé dans son palais. Le prince Waïlo, quand il ramène la dépouille de son père, donc il va décéder la même année, quelques
que 3 mois plus tard, à l'hôpital militaire de Dakar, il décède aussi d'une crise de pneumonie. Sa femme, Maria Valentina Ducou, va rapatrier son corps à Bordeaux, inhumé là-bas. En 2006, avec le soutien du consul honoraire du Bénin à Bordeaux, son corps va être rapatrié également au Bénin. Donc, après la déchéance du roi Béhanzin 1894, le Bénin, donc ancienne Dahomey, va être une colonie française jusqu'en 1960. Le 1er août 1960, il devient République du Dahomey et va avoir un drapeau vert frappé d'une étoile rouge. 1975, il devient République populaire du Bénin. En 1990, il va devenir République du Bénin avec une constitution, un nouveau drapeau vert, jaune, rouge, une assemblée nationale des députés. Et ça reste quand même un pays avec un taux de chômage très élevé, pas de ressources minières, un très beau pays quand même à visiter. Nous avons ici les grands symboles du roi Béhanzin. On a de la terre, du charbon, du bois, du marc de café, la récarde donc qui est un sceptre, cette statue qu'on appelle la statue mi-homme, mi-requin qu'on retrouve aujourd'hui au musée de Quai Branly. Le Bénin avec la diplomatie française sont en train de voir comment rapatrier tous ces objets-là. Nous avons 9 liens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nœuds qui symbolise le 9, le chiffre 9, l'accomplissement. Donc une maman porte un enfant pendant 9 mois. Donc c'était pour moi une façon de retracer un peu l'histoire de ce roi pour accomplir un temps soit peu le rêve inachevé du roi Béhanzin. Et qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir plutôt le Bénin pour faire cette représentation, ces tableaux-là? On dit très bien que la charité bien ordonnée commence par soi. Je n'ai pas travaillé que sur Béhanzin. Après Béhanzin, la deuxième grande exposition aussi a été sur les tirailleurs sénégalais, le massacre de Thiaroye. Et quand on parle du tirailleur sénégalais, on parle de toute l'Afrique, de tous les soldats noirs qui sont morts par la France et pour la France. J'ai commencé par le roi Béhanzin parce que c'est une histoire qui m'a quand même beaucoup touché. Quand on arrive par exemple au Bénin, chez moi en Afrique, j'ai des rues Charles de Gaulle, des avenues Victor Ballot. Mais en France, en aucun moment, j'ai des boulevards, j'ai des avenues qui portent le nom de Béhanzin, de Tassir Angbé, de Samori Touré, de Souniata Keïta. Et c'est très important pour nous, Africains, de prendre notre part dans l'histoire, dans l'histoire de l'humanité. C'est sans haine, c'est sans vengeance. C'est une façon de dire que nous sommes aussi là. C'est une façon aussi de dire que nous avions une histoire et que nous ne sommes pas dans l'ombre, même si nous sommes un homme noir. Est-ce qu'il y a un message, un message fort que vous envoyez à travers ces tableaux-là? Le message fort est de dire en fait que les Africains ont une histoire, les Africains viennent de quelque part. Les Africains ne sont pas en Occident parce qu'ils ont faim ou bien parce qu'ils sont là pour mendier. Ils sont là parce qu'ils ont en partage par exemple la culture. Quand je prends la France avec une grande partie de l'Afrique, ils ont en partage le français qui fait partie du patrimoine culturel français. Donc un étranger, un Africain, quelle que soit son origine, qui a en partage cette langue-là, je pense qu'il peut se réclamer d'être français, d'avoir en partage la culture de France. C'est aussi un travail, une réponse à plusieurs comportements et propos racistes que j'ai eu à subir à un moment donné de ma vie. Et avec beaucoup d'analyse, j'ai pu comprendre en fait que ces personnes-là ne sont pas toutes des racistes, mais c'est des ignorants, des personnes qui ne connaissent pas forcément l'histoire de comment leurs pays ont été bâtis, de ceux qui ont versé le sang pour leur pays. Et il était important de répondre à travers ce que je sais faire le plus, à travers l'écriture et l'art. Aujourd'hui, vous êtes à Québec pour le mois de l'histoire des Noirs 2020. Qu'est-ce que vous espérez que ceux qui viendront assister à cette exposition du roi Béhanzin retiennent? Ce qu'ils retiennent, c'est qu'ils soient fiers d'eux, qu'ils aient une fierté, qu'ils sachent qu'ils viennent de quelque part et que nous avons notre part à prendre dans l'histoire de l'humanité. Alors, je pense que je voudrais juste vous demander, est-ce que vous vivez de votre art? J'essaie de vivre, c'est là où j'ai envie de venir et j'essaie. Vous savez que quand vous avez 12 tableaux qui font pratiquement un tableau 12 kilos, qu'il faut tréballer. Et là, 2018, on a fait une tournée dans toute la France pour parler de Béhanzin, sur des fonds propres. On est là aujourd'hui à Québec. Donc, on essaie d'y faire, on y croit. C'est une passion, c'est un amour. Et bien, le but, c'est d'avoir aussi des personnes qui nous accompagnent, qui nous soutiennent pour que ça soit vraiment plus mieux porté. Est-ce que vos tableaux sont à vendre et où est-ce qu'on peut les trouver?
Ces tableaux qui sont ici, on a 12 tableaux qui sont exposés. C'est une collection. C'est les 12 tableaux qui sont vendus soit à un musée, soit à des personnes qui prennent l'engagement de continuer à les exposer. Parce que le but, c'est pas vraiment d'aller les ranger, ces tableaux-là, mais de continuer à les exposer pour que l'histoire continue son chemin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Le courage. Alors, bon courage et au plaisir de vous revoir. Merci.